del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu. Le 15. La date n'est pas fortuite. J'aurais pu prendre la parole dès après l'interview du président de la République. J'aurais pu le faire. Évidemment, ça aurait été beaucoup plus spontané. Mais nous avons décidé de faire cette conférence, ce point de presse, le 15 juillet, qui est pour nous une date historique. C'est quoi le 15 juillet? Il y a quelques jours de cela, Monsieur le Premier ministre avait donné un ultimatum à l'Assemblée nationale. Ultimatum leur disant qu'il faudra revoir votre règlement intérieur. Évidemment, et nous en avons parlé, il n'en a pas le droit. Au nom du principe de la séparation des pouvoirs, le Premier ministre n'a pas la possibilité, ou en tout cas n'a pas le droit, de s'adresser à l'Assemblée nationale et encore pire, de donner des injonctions à cette Assemblée nationale. Le Premier ministre, un nommé, qui donne des injonctions à des élus. C'est inacceptable et nous l'avons décrié, nous l'avons dit très clairement. Et ça, il a ajouté à ce délai, à cet ultimatum, qu'il va tenir sa déclaration de politique générale devant un jury populaire. Ce qui est également contraire aux dispositions de la loi, notamment aux dispositions de l'article 37 de la Constitution, qui est très clair. La déclaration de politique générale doit s'effectuer à l'Assemblée nationale devant les députés, bien entendu. Nous sommes le 15. Il n'y a pas eu de modification du règlement intérieur, même s'il doit y avoir une modification du règlement intérieur, nous l'avons dit, et même mieux, une enquête doit se faire pour savoir ce qui s'est passé. Donc, effectivement, il doit y avoir une modification du règlement intérieur, mais il n'y en a pas eu parce que le Premier ministre l'a voulu. C'est important, parce qu'il n'en avait pas le droit. Et aujourd'hui, on se rend compte, effectivement, il n'y a pas eu de modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ensuite, il n'y a pas de déclaration politique générale devant un jury populaire. Il n'y a pas eu de déclaration de politique générale devant un jury populaire, en parfaite contradiction avec les dispositions de la loi, en parfaite violation de la charte fondamentale de notre pays. Pourquoi ça s'est arrivé ainsi? Parce que tout simplement, des démocrates, des républicains, des personnes, des Sénégalais adossés aux valeurs démocratiques, attachés à l'état de droit, se sont battus pour qu'il n'y ait pas de déclaration de politique générale devant un jury populaire. Il y a eu des gens qui se sont prononcés très clairement. Et je dis bravo à tous ces Sénégalais. Bravo à nos compatriotes. Nous avons entendu, bien entendu, le président de la République dire « Oui, j'ai appelé le Premier ministre, le président de l'Assemblée », mais ce qu'il a ajouté, c'est qu'apparemment, il était d'accord pour une déclaration de politique générale devant un jury populaire, en donnant même des justifications pour soutenir l'idée de son Premier ministre, ce qui est inacceptable, nous allons en parler tout à l'heure. Donc nous considérons effectivement que ce jour, il y a la victoire de la démocratie, la victoire de l'état de droit et surtout la victoire de ceux qui ne ménagent aucun effort pour que la démocratie, l'état de droit puisse être privilégié dans notre pays, qu'on respecte nos lois, qu'on respecte notre constitution, qu'on respecte nos institutions. Et je dis très clairement que, évidemment, nous devons continuer à parler. Si ce n'était pas le cas, si personne n'avait rien dit, il y aurait eu cette violation grave de la loi. Ça ne s'est pas passé parce qu'il y a des gens qui sont restés debout. Je renouvelle mon appel aux forces vives de la nation pour leur dire continuez à rester debout,
continuez à vous battre, continuez à dire non, continuez à protéger notre constitution, nos lois, nos règlements, nos institutions. C'est ça le socle d'un pays. S'il n'y a pas d'état de droit, il n'y a plus rien. Si chacun peut se lever pour dire je fais ma déclaration politique générale au marché Sandaga ou à Koloban, où est-ce qu'on va? Bravo à tous ces gens-là. C'est pourquoi je dis, ceux qui n'ont pas, depuis lors on dit qu'il faut évidemment commencer à interpeller le gouvernement sur certaines questions précises. Beaucoup retorquent que c'est tôt. C'est tôt. Pourquoi c'est tôt? Est-ce que nous avons une seule fois demandé au gouvernement de nous révéler le nombre d'emplois créés? Non, parce que c'est tôt. Ils viennent d'arriver. On ne peut pas dire oui, j'ai créé tel emploi, etc. C'est tôt. Est-ce que nous avons demandé au gouvernement qu'est-ce qu'il en est de la souveraineté alimentaire? Est-ce que vous avez finalement réussi à avoir une souveraineté alimentaire dans notre pays? Non, nous ne l'avons pas fait parce que c'est tôt. Mais ce n'est pas tôt quand il s'agit de choses factuelles qui ont un effet immédiat. Ce n'est pas tôt quand quelqu'un veut violer la loi, on lui dit il ne faut pas violer la loi. Pourquoi c'est tôt? Quand vous allez à Saint-Louis avec un chauffeur, il commence à dormir en sortant de Dakar, on va attendre d'arriver à Kébémer pour lui dire tu dors. Non, ce n'est pas tôt. Donc il faut savoir faire la part des choses. Ce n'est jamais tôt de donner son point de vue, de dire stop, de veiller au respect de la loi, de veiller au respect des institutions, de veiller aux bonnes conduites de nos gouvernants, de veiller à leur démarche, d'évaluer leur stratégie. C'est très très important. Et ça leur aide plus que ça n'aide l'opposition d'ailleurs. Heureusement, nous avons entendu le président de la République qui a eu l'humilité de dire « j'écoute tout le monde ». Oui, parce que nous n'aurons pas seulement à critiquer. Nous faisons toujours des propositions. C'est ça le jeu de la démocratie. Mais cette politique de dire « tu es avec moi ou tu es contre moi » est révolue. On n'est pas dans une démocratie en ayant un tel esprit. On n'est pas démocrate en ayant un tel esprit. Donc je dis bravo à tous ces patriotes. Ce mot est galvaudé parfois, mais il existe toujours. Donc on parle toujours de patriotes. C'est ceux qui mettent leur pays au-dessus de tout. Pas une personne au-dessus d'un pays. Ce n'est pas ça un patriote. Nous avons écouté le président de la République. Nous l'avons bien écouté. Nous avions hâte de l'écouter. Nous étions pressés de l'écouter. Nous devions l'écouter. Parce qu'il fallait qu'il parle. Qu'il fallait qu'il nous parle. On l'a vu passer à travers ses voyages. On l'a vu faire de petites déclarations. On ne l'avait pas encore entendu sur les questions de l'heure. C'était important. Et quand nous avons écouté le président de la République, nous avons remarqué 3 choses. La première chose est que malheureusement, mais avant même de parler de ça, je réitère mes propos sur le respect qu'il a, sur l'éducation, etc. Je n'enlève rien de tout ça, je l'avais dit l'autre fois. Ça se confirme de tous les jours. Mais ce n'est pas ça le plus important. Allons sur les questions de fond. Allons sur l'état d'esprit du président de la République. Ce qu'il a dit et ce qu'il n'a pas dit. Ce qu'on attendait de lui et qu'on n'a pas vu. Parlons de ça. Oui, nous avons entendu un président qui, malheureusement, montre qu'il n'est pas respectueux de l'état de droit. Et je vais vous dire pourquoi. Un président de la République qui manque de transparence. Et je vais vous dire pourquoi. Un président de la République qui ne met pas en avant un projet, mais qui met en avant un deal. Et je vais vous dire pourquoi. Le président de la République ne respecte pas l'état de droit. Je trouve ahurissant qu'il puisse justifier le fait qu'un Premier ministre décide
de faire sa déclaration de politique générale devant un jury populaire. Si cela s'était matérialisé à travers une décision quelconque du président de la République, il aurait pu être poursuivi pour haute trahison. Parce que la Constitution est claire. L'article 37 de la Constitution est clair. La déclaration de politique générale se fait à l'Assemblée nationale. Le président de la République a juré de protéger cette Constitution. Le président de la République est le gardien de cette Constitution. Donc le président de la République qui dit ça, qui défend un jury populaire, qui met le jury populaire au-dessus de l'Assemblée nationale en disant qu'il y aurait eu plus de qualité, qui déchire tout le processus de la démocratie représentative, qui ignore totalement l'Assemblée nationale, qui ignore des députés qui ont été élus au même titre que lui, au suffrage universel direct, c'est extrêmement grave. Et nous le condamnons fortement. Qualité, quelle qualité? Monsieur le Président de la République devrait savoir qu'à sa place, d'autres personnes au Sénégal, que je peux lister ici, à sa place, auraient eu un entretien qui a beaucoup plus de qualité que son entretien. Mais ils ne sont pas élus. C'est lui qui a été élu. Élu par qui? Les mêmes Sénégalais qui ont élu les députés. Il n'y en a pas d'autres. Le jour du scrutin, pour les élections législatives, on n'a pas amené ici des étrangers. Ce sont des Sénégalais qui ont voté. Les mêmes qui ont voté pour le président de la République. Manquer de respect à l'Assemblée nationale, quel que soit le type d'Assemblée nationale. Moi, je dis, je ne suis pas satisfait de l'Assemblée nationale, je l'ai toujours dit. Mais manquer de respect à l'Assemblée nationale, c'est manquer de respect au peuple sénégalais. Et un président de la République qui a des prérogatives qui découlent de la Constitution, qui a des prérogatives parce qu'il a été élu, ne doit pas scier la branche sur laquelle il est assis. C'est la branche de l'état de droit. C'est la branche de l'état de droit. C'est là où est assis le président de la République. Donc nous trouvons que c'est manquer de respect à l'état de droit. Nous avons également vu la question de la justice qui a été évoquée par le président de la République d'une manière assez dangereuse. Je me suis enfermé avec mon Premier ministre. Nous avons réfléchi sur un mouvement au sein de la magistrature. Parce que d'ailleurs, les magistrats sont des fonctionnaires comme tout le monde. Non. Non. Les magistrats font partie d'un pouvoir qui s'appelle le pouvoir judiciaire. Ils ont des garanties statutaires. Ils ont un statut qui est une loi. Le statut des magistrats. On ne les affecte pas comme on veut. On ne les fait pas bouger comme on veut. Donc, penser une seule fois, se mettre entre quatre murs et prendre comme prétexte que le peuple sénégalais aurait été satisfait du travail de certains magistrats, c'est extrêmement grave. Par quelle voie? Quand est-ce que le peuple sénégalais s'est exprimé pour dire que tel magistrat, tel juge, on est satisfait de lui? Ou c'est le peuple des réseaux sociaux? Ou c'est leur peuple à eux? Je pense qu'il y a un minimum de respect pour le pouvoir judiciaire. Et nous espérons que les magistrats qui se sont battus pour leur indépendance ne vont pas se laisser faire. Nous espérons que les forces vives de la nation qui se battent pour une justice équitable, pour une justice indépendante, ne vont pas se laisser faire. Parce que cette justice-là, qu'ils veulent régler entre quatre murs, va pouvoir juger des tenants du pouvoir demain. La justice sera là pour tout le monde, y compris pour eux. Donc nous n'accepterons pas qu'il y ait du clientélisme au sein de la justice. Nous pensons également qu'il y a un manque de respect, manque de transparence dans la démarche du président de la République. Dans notre pays, en 2012, on a voté ce qu'on appelle le code de transparence. Qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que le peuple sait aujourd'hui de tous ces milliards qui ont été empruntés? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Dans leur stratégie
dans leur manière de mettre en avant un bilan. Ils nous parlent d'une chose et en cachent d'autres. Oui, nous avons baissé le prix de l'engrais, sans nous dire que le prix a baissé sur l'international. Allez même jusqu'à dire que ça va baisser tous les ans, alors qu'on est tributaire du marché international. C'est quand même grave pour un président de la République. À moins qu'ils subventionnent. Ils ont le droit de subventionner, mais le FMI leur dit plus de subventions, en tout cas sur certains points, je vais y revenir. C'est un problème. Donc, tu ne peux pas dire on a mis de l'argent quelque part sans préciser combien de milliards ont été empruntés depuis qu'ils sont là. On parle de 1150 milliards. Plus de 1000 milliards en tout cas ont été empruntés. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? C'est la question. Et les chamboulements qu'il y a eu, les grandes lignes de l'équilibre budgétaire ou financier ont été touchés, c'est évident. C'est eux-mêmes qui en parlent. Il y a eu plus de recettes, c'est eux-mêmes qui en parlent. Mais s'il y a plus de recettes, si on chamboule tout, mais il faut une loi de finances rectificative. Il faut aller chercher l'autorisation au niveau des députés. On ne dépense pas comme ça. Il faut une autorisation de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de loi, jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a pas de loi de finances rectificative. Pourquoi? C'est un manque de transparence. Parce qu'ils doivent dire aux députés, par exemple, est-ce qu'il y a eu des décrets d'avance? Est-ce que quand le président de la République est venu et qu'il dit « je n'ai pas trouvé de fonds politiques », est-ce qu'il a signé un décret d'avance pour prendre des fonds, pour pouvoir soigner des personnes? Il l'a fait ou pas? Il ne l'a pas dit. Où se trouve la transparence? Si ce qu'on fait, on ne le dit pas. On ne dit que ce qu'on veut dire. Ça ne marche pas comme ça avec un peuple. Ça ne marche pas comme ça avec les deniers publics. Ça ne marche pas comme ça avec l'argent du contribuable. Nous avons besoin de transparence. Mais le pire, c'est sur la trajectoire économique. Quand ils sont venus, ils ont dit oui à FMI. Vous avez entendu, vous tous, le président de la République dire « le FMI a raison ». Il a utilisé le terme « a raison ». Je ne serais pas à vous dire « oui, il disait de mauvaises choses sur le FMI ». Bon, on dépasse ça. Ça, c'est révolu. Mais qu'on parle factuel, qu'on soit factuel. Il dit qu'il a raison. Il a raison sur quoi? Il a raison, oui, sur les subventions, parce que les subventions n'étaient pas bien ciblées, etc. Pourquoi ils ne vous disent pas ce qu'ils ont signé avec le FMI? Pourquoi ils ne vous expliquent pas ce qui a été signé? Quels sont les objectifs à atteindre? L'État du Sénégal a touché 169 milliards. Au mois de juillet, ils doivent toucher 230 milliards sur un montant de 1150 milliards. 2023-2026. Et il y a des conditionnalités. Parmi ces conditionnalités, d'ailleurs, il y a des leviers qu'il faut toucher, notamment la mobilisation des recettes fiscales. Vous voyez, ces temps-ci, la fiscalité est partout, etc. Il y a évidemment aussi la question liée aux subventions. Subventions sur les hydrocarbures, subventions sur l'électricité, subventions sur le gaz butane, subventions sur l'essence, subventions sur le gasoil. Ce qu'ils ont décidé, c'est en fin de compte, d'ici 2025, qu'il y ait plus de subventions, zéro subvention. Ça, ils ne l'ont pas encore dit. Ce qu'ils vous disent, on va cibler. Même pour le ciblage, on va en parler. Zéro subvention. Et ça, c'est un document officiel de l'État sénégalais. Et dans ce document qui est intitulé « Feuille de route pour la suppression des subventions dans le secteur de l'énergie à l'horizon 2025 », ils disent ici, c'est un peu long, c'est beaucoup d'aspects on va y revenir, Inch'Allah. En 2024 et 2025, 2 points, maintenir le cap jusqu'à arriver à zéro subvention. Ça, c'est l'État sénégalais qui l'a écrit. Une fois la première, je cite, une fois la première hausse des prix absorbée par la population, les hausses suivantes seront plus indolores. Surtout si elles sont accompagnées d'une campagne de communication efficace. Pour 2024 et 2025, le manque de maîtrise des données, bon, entre parenthèses, combien de clients de Sénélec, quel prix de pétrole, combien de voitures, etc., rend particulièrement aléatoire toute tentative de s'engager sur des objectifs quantitatifs précis.
Mais il n'empêche que le gouvernement a une vision claire de ses objectifs ultimes. Sauf circonstances extraordinaires mettant tout le monde d'accord sur la nécessité de prendre des mesures exceptionnelles, il y aura 0 subvention dans le budget de l'État en faveur des produits que sont l'électricité, le supercarburant et le gasoil. Qu'est-ce que cela veut dire? Déjà, la première conséquence, c'est qu'il y aura une augmentation faramineuse des prix. Ça, au moins, tout le monde peut le comprendre. Mais ils vont le faire d'une manière progressive. Parce qu'il faut que ça soit indolore. Il faut que ça se fasse à petite dose. Il ne faut pas qu'on sente les choses venir. C'est très machiavélique, ça. Très machiavélique. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont commencer par les grandes entreprises. Ce que j'appelle nos champions. Certaines d'entre elles sont même dans l'exportation. Ils parviennent à satisfaire le marché local et sont dans l'exportation. Ils vont lever les subventions. Le fait de lever leurs subventions, ça va créer quelles conséquences? Ça va créer un problème de compétitivité. Parce qu'ils ne seront pas seuls sur le marché. Ça augmente le coût de production déjà. Quand ça augmente le coût de production, évidemment, ça va se répercuter sur le prix de vente. Et ça, quand ça se répercute sur le prix, le pouvoir d'achat du Sénégalais lambda, que je suis, que vous êtes, va en pâtir. C'est-à-dire le fait de cibler les grands, ceux qui ont ce qu'ils disent, ceux qui ont quelque chose qu'ils pourront supporter, c'est également cibler les petits, ceux qui ont une bourse qui n'est pas assez élastique. Et ça, c'est le début. Ensuite, il y a un problème de compétitivité qui va se poser. Ces entreprises vont avoir des difficultés à l'international parce qu'elles ne seront pas compétitives. Ensuite, elles seront obligées de répercuter tout ça, les coûts de production sur le prix. Si l'État leur en empêche, parce qu'il arrive à l'État de dire, oui, écoutez, bon, on va discuter. Je vous enlève telle taxe. Je vous enlève telle obligation. Mais laissez comme ça les prix. Mais si on fait le bilan coût-avantage, on se rend compte, en réalité, ce qu'ils vont laisser ne va pas combler le déficit. Parce que si ça pouvait combler le déficit, ils n'allaient pas lever la subvention. La question est très simple. Ils n'allaient pas lever la subvention. Donc, ils ne vont pas combler le déficit. Ça veut dire qu'ils vont être obligés d'augmenter en étant en contradiction avec l'État, ou ils vont être obligés de se restructurer. Quand on parle de restructuration, où est-ce qu'on va? C'est des emplois perdus, c'est etc., etc. Et à la limite, où est-ce qu'on va aller au risque de perdre des entreprises? Mais ça va se répercuter sur le pouvoir d'achat, ça va se répercuter sur l'emploi, ça va se répercuter sur les Sénégalais. Et ça va se répercuter sur l'État. Parce que ces entreprises, en contrepartie, mais payent l'impôt sur les sociétés, payent des impôts, prennent sur leur argent pour donner à l'État. Plus elles sont compétitives, plus elles sont à même à pouvoir enrichir l'État. Et dans tous les pays, les subventions existent, dans beaucoup de pays en tout cas. On soutient les champions, on les accompagne. Parfois, il y a des tempêtes, il faut les soutenir. On le fait chez les agriculteurs en France, aux États-Unis, on le fait un peu partout. Ici, en Afrique, en Côte d'Ivoire, on subventionne les entreprises, etc., etc. Et aujourd'hui, on veut supprimer ces subventions. Ensuite, continuer jusqu'à supprimer la subvention au niveau de l'essence, qui concerne tout le monde, du gaz, qui concerne tout le monde, et surtout l'électricité. Et on va arriver à un moment où il y aura évidemment une augmentation faramineuse des prix. C'est évident. Quand le prix de l'électricité augmente, le coût de production augmente, quelle que soit la production. Si tu es tailleur, ça va se répercuter. Si tu es autre chose, ça va se... etc. Il y aura une hausse généralisée. Ce qu'on appelle une hausse généralisée des prix. Voilà ce qu'ils ne vous ont pas dit. Qui vous a expliqué ça? C'est pourtant, ça c'est un document officiel de l'État. Et ça, nous l'avons dit, c'est inacceptable. Parce que nous avons découvert du pétrole, du gaz, etc.
il y aura des rentrées de fonds. Mais nous constatons que l'État augmente son endettement. Récemment, c'est les 450 milliards sur eurobond. Et aujourd'hui, l'État emprunte pour payer des dettes. Donc le problème aujourd'hui, notre problème fondamental, et on aurait souhaité qu'on en parle, où est-ce qu'ils amènent tout cet argent quand ils empruntent, quand ils élèvent de l'impôt, quand ils mettent en avant beaucoup de choses pour récupérer de l'argent, ils en font quoi? C'est versé où? Ça part où? Pourquoi? Parce qu'il y aura des conséquences. En économie, ce n'est pas seulement l'État qui travaille. L'État est dans un niveau macro. Mais bon, on a maintenant un État qui affrète des bus, qui exporte. On importe, après on distribue. L'État qui fait tout. Voilà, qui fait tout. Mais ça, on en reparlera un autre jour. Et quand on a un État comme ça, mais ça pose problème. On a besoin que l'État facilite les choses, crée des conditions de facilité pour les entreprises. Mais on a besoin que les entreprises travaillent aussi. On a besoin que les marchands ambulants travaillent. Comment plus de 90% des populations se retrouvent dans l'informel et que tu puisses un bon jour prendre des gens, leur dire sortez, ne restez pas là, etc. Comme ça. Comme ça. Alors que la population active est dans l'écrasante majorité dans l'informel. On ne met pas en place une stratégie. Voilà un peu des choses qui montrent clairement qu'il y a eu évidemment un manque de transparence notoire dans la conduite des affaires du pays. Ce que nous dénonçons fortement. Nous demandons à l'État sénégalais d'être beaucoup plus transparent, de parler à son peuple. Et nous allons revenir sur d'autres questions, bien entendu, qui sont essentielles. Nous ne pouvons pas, dans le cadre d'un point de presse, évoquer tous les problèmes rencontrés, toutes les questions évoquées. Ce n'est pas possible. Donc nous allons revenir sur tout ça. La troisième chose, c'est qu'il n'y a pas de projet. Mais il y a un deal. Il y a quelque chose qui s'est dit, quelque part. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui s'est dit? Pourquoi on se pose cette question? Parce que ça se répercute sur la marche de notre pays. Ça bouscule nos procédures. Ça écarte nos dispositions des lois. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une entente qu'on veut institutionnaliser. On veut institutionnaliser une entente politique. C'est pourquoi on a vu un président de la République qui a été très évasif sur beaucoup de questions. Il n'a pas été dans le fond. On lui parle de politique d'emploi, il nous parle d'agriculture, du secteur privé, point. Tout le monde en parle d'ailleurs. Mais comment? Non, il n'en parle pas. Ainsi de suite, ainsi de suite. Même sur la question de la souveraineté, la présence des forces militaires françaises. Oui, il y a un séminaire intergouvernemental, nous allons en parler. Non, mais c'est chez toi. Tu es pour qu'ils partent ou pas? C'est aussi simple que ça, la question est simple. Si tu épouses cette volonté de les voir partir parce qu'ils ne sont pas chez eux, ils sont chez nous, mais il faut le dire. Si on doit discuter, on discute sur comment partir. Mais il est évasif. Il n'est clair sur rien. Par contre, il est clair sur deux choses. Sur les questions fiscales, c'est clair. Et j'en ai parlé, il pouvait être beaucoup plus clair. Pourquoi est-ce qu'ils font tout ça? Il y a une raison. Mais il a plus été, disons, à l'aise sur la question de ses relations avec le Premier ministre. On a vu qu'il a préparé quelque chose. Il veut donner des gages. Il veut montrer qu'il va rester loyal. Monsieur le Président, nous ne sommes pas en famille, nous sommes en République. Nous sommes en République. Le Président de la République a des prérogatives au niveau de la Constitution. Le Premier ministre nommé a des prérogatives au niveau de la Constitution. Vous allez changer la Constitution, on verra ce que vous mettrez. Mais au moment où nous parlons,
Vous êtes président de la République. Il a refusé cela. Je l'avais dit l'autre jour, Monsieur le Président de la République, choisissez. C'est à vous de choisir. Soit vous êtes président de la République ou vous êtes président auprès du Premier ministre. Mais je remarque aujourd'hui qu'il est plutôt président par intérim. Il est là pour aller vers une réforme constitutionnelle et donner des pouvoirs au Premier ministre. Il est là certainement pour pouvoir quitter son poste. Mais qu'on résume les choses. S'il pense que le Premier ministre est beaucoup plus légitime, qu'il démissionne et organise des élections. C'est aussi simple que ça. Mais ce qu'il veut imposer, la situation de fait qu'il veut imposer au Sénégal est anticonstitutionnelle. Ça n'existe pas. Un président par intérim n'existe pas. Un président qui est sous l'ombre du Premier ministre n'existe pas dans l'état actuel. C'est à lui de revoir les choses, de revoir sa copie. Donc nous considérons qu'il n'y a pas, il y a effectivement un deal, il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de DPG au moment où on parle. Il n'y a pas d'action politique, action gouvernementale, de politique d'action gouvernementale. Il n'y a même pas une explication claire du président de la République. Mais ce qui est clair, c'est qu'il a fait comprendre aux Sénégalais qu'il veut être remplacé par son Premier ministre. Il n'y a que ça qui est clair aujourd'hui. Et nous disons que c'est extrêmement grave. C'est pourquoi d'ailleurs, nous renouvelons notre appel à toute l'opposition sénégalaise et aux forces vives de la nation. Il faut que nous soyons tous des sentinelles. Ce pays nous appartient tous. Nous devons être des sentinelles. Nous devons veiller à ce que l'état de droit soit respecté. Nous devons veiller à ce que nos institutions soient respectées. Nous devons veiller à ce que la démocratie soit respectée. Nous devons être ensemble pour cela. C'est extrêmement important. Me concernant, et c'est là où je vais terminer, je reste engagé pour mon pays. Je reste imperturbable. Je le dis et je le répète. Parce que tout simplement, je ne cherche pas à plaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure à Wolof, sama bàmmeel laay liggéeyal. Donc nous pensons que tout Sénégalais doit se mettre au service de son pays. Quelles que soient les attaques, les insultes, les calomnies, les diffamations, il ne faut jamais lâcher son pays. Il faut se battre pour son pays. Et nous sommes prêts à nous battre pour nos pays. C'est pourquoi je dis aux gens qui m'attaquent, vous allez souffrir. Parce que si le but, c'est de me faire taire, c'est perdu d'avance. Par contre, vous allez souffrir. Parce que vous êtes allergique à la contradiction. La contradiction sera de mise à chaque fois que de besoin. Et c'est très important de le dire très clairement. Je vous remercie. Del déglu del xool